Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver ce soir dans Question d'actu. Le débat portera sur le pouvoir d'achat des Algériens. Comment le préserver vu la situation économique mondiale et quel impact ont les décisions prises par le chef de l'État qui, après avoir baissé l'IRG et relevé le point indiciaire, vient d'annoncer une augmentation des salaires et de l'allocation chômage qui devrait intervenir d'ici la fin de l'année. Le président de la République a tenu à rassurer la population sur l'engagement de l'État à améliorer son niveau de vie. La problématique du pouvoir d'achat est particulièrement complexe parce qu'elle lie plusieurs variables macroéconomiques, à commencer par l'inflation. Le pouvoir d'achat dépend aussi principalement du niveau des revenus et des prix, c'est-à-dire in fine du niveau de production globale d'un pays. Il est donc impératif d'aller vers une économie diversifiée et productrice de richesses. Ce sera le thème de ce soir, on en parle avec nos invités. Nous accueillons sur ce plateau Monsieur Moussa Lounis, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes sous-directeur des statuts et des classifications au niveau du ministère des Finances. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Monsieur Mohamed Achil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'université de Tizi Ouzou. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Monsieur Saïd Bousta, bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction du quotidien L'Expression. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Avant d'entamer le débat, je vous propose de revenir sur les principales mesures annoncées par le chef de l'État il y a à peine 2 jours dans ce reportage réalisé par Badia Amarni. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, vient d'annoncer des augmentations des salaires et de l'allocation chômage devant entrer en vigueur début 2023. Il a tenu à rassurer la classe ouvrière qu'une augmentation des salaires et de l'allocation chômage interviendra d'ici la fin de l'année et entrera en vigueur début janvier 2023, en affirmant attendre les résultats définitifs des recettes nationales devant être réalisés à fin 2022. Cette annonce intervient dans le sillage des promesses et engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'améliorer le pouvoir d'achat des Algériens qui commence d'ailleurs à voir le jour et à se concrétiser sur le terrain. Parmi ces mesures, la baisse de l'IRG, la révision du point indiciaire, l'octroi d'allocations chômage et la revalorisation des retraites. Concernant l'IRG, les salaires inférieurs à 30 000 dinars en ont carrément été exonérés. Au-delà de ces revenus, ce sont des baisses qui ont été appliquées par palier. La mesure est entrée en vigueur dès le début de l'année en cours. L'incidence sur les salaires a été une augmentation de l'ordre de 14% à 16%. Cette mesure a été renforcée par l'augmentation du point indiciaire au profit des fonctionnaires. Ainsi, la nouvelle grille indiciaire des salaires des fonctionnaires applicable depuis le 1er mars permettra une augmentation des salaires qui s'étend aux primes et indemnités mensuelles et non mensuelles. En somme, l'augmentation des salaires opérée grâce à la hausse du point indiciaire et de la réduction de l'IRG est en moyenne de 5 600 à 6 000 dinars et peut atteindre parfois 10 000 dinars. La réduction de l'IRG coûte au trésor public 180 milliards de dinars an, tandis que l'augmentation du point indiciaire lui coûte 220 milliards de dinars. La révision du point indiciaire dans la fonction publique touchera plus de 2,7 millions de fonctionnaires et agents contractuels, dont 2,4 millions pris en charge dans le cadre du budget de l'État et près de 360 000 dans le cadre du budget des collectivités locales. La différence sera prise en charge par le Trésor. Pour rappel, le salaire national minimum garanti SNMG, qui jusqu'ici était fixé à 18 000 dinars, a été porté à 20 000 dinars, une augmentation qui avait pris effet à compter du 1er juin 2020. Cette décision a été prise à l'issue du Conseil des ministres du 10 mai 2020. Autre mesure prise par le président Tebboune, l'augmentation des pensions de retraite au titre des années 2021-2022. Il s'agit d'augmenter de 10% les pensions inférieures ou équivalent à 15 000 dinars, de 5% les pensions allant entre 15 000 dinars à 20 000 dinars, de 3% les pensions entre 20 000 dinars à 43 000 dinars, outre l'augmentation de 2% des pensions de plus de 43 000 dinars. Par ailleurs, plus de 580 000 primo-demandeurs d'emploi bénéficient de l'allocation chômage au niveau national, dont 44% sans qualification professionnelle, 36% diplômés universitaires et 20% diplômés de la formation professionnelle. L'enveloppe consacrée à l'allocation chômage est de l'ordre de 145 milliards de dinars an, un chiffre qui pourrait augmenter en fonction du nombre des demandeurs de cette allocation. Des jeunes qui non seulement bénéficient de cette allocation, mais ont eu également droit à une couverture sanitaire en leur octroyant la carte Chifa. Autant de mesures concourant à la consolidation du pouvoir d'achat dans un contexte mondial très difficile, ce qui dénote de l'attachement de l'État à sa politique sociale.
Voilà donc l'attachement de l'État à sa politique sociale. Toute réduction des charges sociales payées par les salariés permettrait de leur redonner du pouvoir d'achat, ce qui a été un peu fait avec ces dernières mesures. D'abord, je ferai un tour de table sur ce qui a été annoncé donc récemment par le chef de l'État. On annonce donc encore une augmentation des salaires qui devrait intervenir d'ici la fin de l'année, entrer en fonction en 2023. Monsieur Haché, je vous donne la parole sur votre lecture de ce qui a été dit, ce qui est attendu. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat est au cœur des préoccupations des Algériens et de l'État. Oui, tout à fait. Le pouvoir d'achat, maintenant, est une question d'actualité. Oui. Pas seulement peut-être en Algérie, mais dans tous les pays du monde. Parce que les conséquences d'abord de la crise sanitaire de la Covid-19 a pratiquement touché tous les pays du monde. Ça a déstabilisé les chaînes d'approvisionnement et les chaînes de valeur mondiales. Ça a créé également des pénuries et des tensions sur les produits de première nécessité et des surcoûts, surtout de la logistique. Toutes ces données, rajoutons à cela la politique de création monétaire massive entamée par les pays développés, les États-Unis, les pays de l'Union européenne. Donc, ils ont augmenté la masse monétaire considérablement, ce qui a créé une inflation mondiale qui est une inflation durable. Et l'Algérie aussi subit l'inflation importée. Donc, le pouvoir d'achat, il est au centre, il est impacté. Et l'État algérien, effectivement, comme on vient de l'écouter, a entamé quand même des mesures progressivement assez intéressantes quand même pour, c'est-à-dire pour amortir un peu les effets de cette inflation mondiale, parce que nous dépendons quand même des importations pour certains produits de première nécessité. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'une inflation, c'est une inflation des coûts, c'est-à-dire y compris les entreprises locales qui importent leurs intrants, donc subissent cette inflation. Donc ça se répercute également sur les prix de vente. Donc c'est une inflation qui peut même durer dans le temps. Elle est structurelle, ce n'est pas une inflation conjoncturelle. Donc l'État, il a fait un effort effectivement, on vient de l'écouter, pour pouvoir justement, c'est-à-dire... Il y a une meilleure résilience, on va dire, que chez le citoyen algérien. L'Algérie, heureusement, qu'il a des capacités de résilience financière. On a des réserves de change encore, on a un peu... c'est une situation nous permettant quand même... de puiser encore de puiser dans les réserves de change, au moins pour assurer des importations, mais aussi même de monétiser certains déficits budgétaires. Quoique les économistes ne sont pas assez d'accord sur cette question de monétisation récurrente des déficits budgétaires, mais les questions sociales aussi sont prioritaires. C'est un État social, donc il y a cet engagement toujours pour préserver le pouvoir d'achat, même si reste encore l'inflation, elle est toujours... Oui, le dernier chiffre de la Banque d'Algérie était à 9,2% en décembre 2021. Donc on verra sur les perspectives avec le ministère des Finances. Mais aujourd'hui, M. Saïd Bousta, votre avis sur la question, donc sur aujourd'hui les tentatives ou les efforts que fournit l'État pour tenter de préserver le pouvoir d'achat, vu l'inflation, vu la hausse des prix mondiale, puisqu'on est impacté, comme l'a si bien expliqué M. Haché. Enfin oui, mais je pense que l'État algérien agit au même titre que d'autres États étrangers. Chaque État a sa politique. Il y en a qui ont choisi de donner des chèques à une certaine catégorie de la société. D'autres ont agi autrement. Eh ben, l'État algérien a décidé par des augmentations donc de la hausse du point indiciaire, la baisse de l'IRG, etc. Ça touche tout le monde avec l'institution de l'allocation chômage. Je pense, personnellement, je pense que pour une famille algérienne moyenne, donc on a minimum 2 salaires, et sur ces 2 salaires, il y a donc des entrées, et en termes de pouvoir d'achat, il y a une amélioration. Bon, elle n'est pas suffisante, elle n'est jamais suffisante de toute façon, mais il faut dire aussi que ce qui a été déjà octroyé ces 2 dernières années était un peu une bouffée d'oxygène, mais il est vrai qu'avec la guerre d'Ukraine, avec ce qui s'est passé à partir de dernièrement, il y a eu une explosion de l'inflation, et c'est vrai aussi que
toutes ces initiatives ont été dissoutes un peu dans l'inflation importée, comme le dit. Donc, et puis le pouvoir d'achat des Algériens a quand même un peu stagné durant de longues années. C'est les premières augmentations depuis une dizaine d'années, depuis 2008. C'est-à-dire que c'est maintenant qu'on reprend un petit peu... oui, effectivement. Donc, on parle d'augmentation des salaires ou bien des revenus des ménages. Donc, si on revient un peu dans le temps, donc on trouve que la dernière augmentation, ça remonte en 2008, enfin avec un effet rétroactif 2012. Donc c'était une réforme générale des systèmes de rémunération des fonctionnaires. Donc, mais ces derniers temps, la dernière révision qui a été faite par rapport au point indiciaire, donc c'est pas une réforme générale, donc c'est pas une réforme, mais seulement une augmentation par rapport à ce qui existe actuellement. C'est pour ça qu'on ne trouve pas vraiment on va dire que l'importance de cette augmentation. En combinant l'augmentation du point indiciaire avec l'autre mesure qui a été, l'autre mesure qui a été prise, notamment la révision du barème de l'IRG en janvier 2022. Donc il y a une augmentation importante par rapport au salaire des fonctionnaires. Donc on parle d'une moyenne de 5 600, 6 000 dinars par fonctionnaire. Notamment pour les bas revenus. Donc parce que l'augmentation du point indiciaire, lorsqu'elle a été décidée, donc beaucoup plus c'était pour orienter cette augmentation pour faire bénéficier les bas revenus dans la logique qui a été prise en considération. Donc lorsqu'on a parlé de l'augmentation du point indiciaire, nombre de la valeur du point indiciaire, donc c'était le point qui a été revu à la hausse et non pas la valeur qui est à 45 dinars qui a été touchée, parce qu'il y a un écart entre les catégories. Donc cet écart, donc pour le préserver, pour garder cette logique qui a été basée en 2007 avec la grille indiciaire ainsi que la grille de qualification, donc on a opté il y avait la décision d'opter pour les choix pour augmenter le point indiciaire. Donc c'est comme ça reste important, conséquent en matière d'augmentation pour les fonctions. Et puis si on doit remonter plus loin, 2020, il y a eu l'augmentation du SNMG. Oui, il y a plusieurs mesures. De 18 000 à 20 000 dinars. On ne parle pas d'une éventuelle augmentation encore pour l'année d'après. Pour l'instant, on reste sur 20 000 dinars. Oui, pour le moment, donc, si on remonte un peu dans le temps, comme vous venez de le dire, donc, il ne faut pas oublier l'augmentation du SNMG donc, qui a été en 2021 avec un effet rétroactif en 2020. Donc il est passé de 18 000 à 20 000 dinars. Donc il ne faut pas oublier également l'exemption de l'ERG, donc les salaires moins 30 000 dinars, donc payent plus l'ERG. Donc c'est une mesure importante. Donc toutes ces mesures-là visent principalement d'augmenter ou du moins préserver le pouvoir d'achat des ménages ou des citoyens afin de pouvoir quand même les aider à surmonter ces crises. Il ne faut pas oublier, peut-être on reviendra plus tard par rapport à la crise sanitaire qui a quand même coûté un peu, donc avec des chiffres plus tard, on parlera avec des chiffres. Qui a mis à mal la population et les entreprises d'ailleurs. La classe moyenne est le moteur de l'appareil productif, il est essentiel de la sauver aujourd'hui. Oui, justement, une économie prospère est une économie qui est basée sur la classe moyenne et sur la PME. Donc, il est impératif justement de préserver cette classe moyenne. Il est maintenant, c'est-à-dire, on remarque qu'il y a une certaine dégradation du niveau de vie de la classe moyenne parce que l'inflation est cumulative. Depuis des années, il y a eu de la dévaluation relative du dinar, donc la montée de l'inflation. Et ça n'a pas été accompagné par un processus aussi d'augmentation de salaire. Donc, ceci dit que l'inflation a laminé en quelque sorte les revenus de cette classe moyenne. Et la classe moyenne, elle est impérative même pour un système économique, macroéconomique, qui est basé sur ce qu'on appelle le multiplicateur de la croissance, c'est-à-dire la production locale, la consommation locale, une consommation de masse, une production de masse, bien sûr dans un cercle qui ne sert pas à l'importation ou les produits étrangers. Donc ça, il faut préserver justement ce système-là. Il faut encourager même, c'est-à-dire la réhabilitation de franges de classe moyenne, mais il faut que la production accompagne aussi le niveau de consommation. C'est le point faible qui a été même relevé par le chef de l'État. C'est le problème de l'offre en avant, c'est-à-dire l'offre en Algérie et l'offre hors, bien sûr, hydrocarbures qui pose problème. Donc il faut arriver à créer la richesse, créer des millions de PME et
répartir équitablement les revenus de façon justement, parce que la classe moyenne est protégée aussi par une répartition équitable des revenus. Donc c'est ça qui va créer un moteur de croissance économique qui est basé sur le multiplicateur de croissance, c'est-à-dire production de masse, consommation de masse. Et aujourd'hui, c'est vrai, il y a maintenant une revalorisation relative un peu des revenus, surtout avec la dépense fiscale, notamment la suppression, enfin la réduction de l'ERG, la révision de l'ERG, mais il faut accompagner ça, et puis, parce que je crois que maintenant, augmenter les salaires, c'est plus important que les augmentations sur le plan économique, que les augmentations que nous avons connues au début 2010, comme ça. Vous savez que ces augmentations ont servi beaucoup plus de l'importation, parce qu'on était en pleine économie de bazar, on importait tout et de n'importe quoi. Mais maintenant, quand même, on a une certaine production locale aussi. Hein. Donc, même il y a eu quand même une maîtrise, une maîtrise de commerce extérieur, relativement de commerce extérieur sur certains produits. Donc, on a filtré un peu les importations. Donc, pour encourager même la consommation de la production locale, parce qu'une PME algérienne a besoin d'écouler ses produits, donc elle a besoin des consommateurs. Le consommateur ait du pouvoir d'achat. Donc c'est ça, c'est dans cette politique intégrée, c'est-à-dire qu'il faut avoir une vision intégrée de la croissance économique qui va créer un cercle justement vertueux de croissance et d'amélioration du pouvoir d'achat et de la classe moyenne. Alors, je le disais, on parle de la classe moyenne. On sait que la contribution des salariés au budget de l'État dépasse celle des entreprises. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi revoir... Justement, je vais donner la parole à M. Boustay. Je sais que sur ce point-là, vous voudriez intervenir. Aujourd'hui, c'est les salariés qui sont là à contribuer donc, au budget de l'État plus que les entreprises. Il faudrait revoir la fiscalité également. Absolument. Enfin oui, mais je ne pense pas que ce soit moi qui puisse répondre efficacement à cette question, mais il est vrai aussi, il est certain de sauver la classe moyenne. La fiscalité en Algérie doit changer d'une manière ou d'une autre. Donc franchement, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire comment, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est anormal que des salariés participent plus que les chefs d'entreprise au financement. Qui ont des chiffres d'affaires bien plus importants. Monsieur Lounis, votre avis sur la question aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir justement ce phénomène pour rééquilibrer, on va dire, la donne? Il faut des réformes importantes à ce niveau-là. Je pense, madame, qu'actuellement, avec les mesures qui ont été prises donc, récemment, soit en 2020, en 2021, enfin en 2022, par rapport à la révision du LRG, donc ça, déjà, c'est un début. Oui. Donc, pour voir un peu d'équité ou bien d'équitable entre l'ERG ou bien l'impôt qui est payé par les personnes et l'impôt. On a beaucoup parlé d'impôts sur la fortune, on a beaucoup parlé des impôts sur les entreprises qui ne sont pas assez importantes. Donc toutes ces mesures, donc, en quelque part, donc, visent arriver à cet objectif afin de, au moins, réduire un peu la charge par rapport aux citoyens, donc salariés, pour payer l'ERG. Donc c'est déjà ça, un début. Oui. Pour revoir l'ensemble de ces mesures, donc, ou bien de revoir l'IBS ou bien l'ERG, donc ça entre dans une réforme, je pense, une réforme générale. Donc il faut avoir une réforme générale de la fiscalité qui doit se faire ou bien qui doit se faire dans le temps. Oui, Monsieur Haché, oui. Monsieur Boustay. Il ne suffirait pas, avant d'engager des réformes, déjà élargir l'assiette fiscale. Ça, c'est important. C'est-à-dire les 2 millions de PME prévus qui ne sont toujours pas là. C'est fait aussi pour élargir l'assiette fiscale sans augmenter l'IBS ni rien du tout. Parce que de toute façon, les entreprises algériennes actuellement disent qu'ils sont asphyxiés par les impôts. Forcément, vous avez 50% d'économies réelles qui payent des impôts pour 50% d'économies parallèles qui ne payent rien du tout et qui se font un argent sans problème. Et je pense que l'administration des impôts, c'est-à-dire que je pense que tout le monde a fait un petit tour dans une agence, dans un bureau des impôts. Ben franchement, les moyens n'y sont pas du tout. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'État investisse dans les moyens humains et matériels autour de la direction, autour des services des impôts,
pour que cela puisse être rentable et élargir efficacement et effectivement l'assiette fiscale. Je crois que c'est un truc important avant toute réforme déjà. Oui, M. Haché. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il faut une réforme fiscale globale et même, je dirais, radicale. Hein, c'est-à-dire, parce qu'on est dans une sorte de dilemme. Les entreprises disent que la charge fiscale est très importante, la pression fiscale, etc. Les RG est plus important que les BS en termes aussi de recettes. Ils ne peuvent pas supporter les augmentations salariales aussi, donc, parce qu'il y a eu une crise. Donc, effectivement. Donc il y a tout à revoir dans le système fiscal algérien. D'abord, élargir l'assiette fiscale, mais aussi il faut une fiscalité intelligente, une fiscalité qui va encourager davantage le recouvrement de cette fiscalité. Il y a des pays qui sont développés maintenant qui parlent carrément du cadastre fiscal. Du cadastre fiscal. Oui. Chez nous, on n'a même pas encore le cadastre. Donc c'est ça. Parce que la contrainte budgétaire est très importante. Hein. Moi, je suis... bien sûr, il faut revaloriser les salaires, le pouvoir d'achat, etc. Je suis fonctionnaire. Je sens moi aussi cette question de pouvoir d'achat. Mais si on rentre dans la réalité des chiffres aussi. Vous savez que la masse salariale de la fonction publique, qui est de 3300 milliards de dinars, si on rajoute 1942 milliards de dinars de transferts sociaux, ça nous fait 5300 milliards de dinars. Vous savez que les recettes fiscales ordinaires sont de combien? Ils sont de 3000, les prévisions pour 2022 sont de 3579 dinars. Donc nous avons un déficit, on ne peut, avec la fiscalité ordinaire, on ne peut pas arriver même pas à faire face aux dépenses des salaires des fonctionnaires et aux transferts sociaux. Même avec le prix du baril qui a augmenté. Maintenant, le baril, on ne décide pas du prix du baril. Ça donc maintenant, si le baril augmente, espérons, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'on ça ne suffit pas encore à combler le déficit. Notre politique budgétaire, on veut sortir de cette politique. Il faut sortir justement de cette logique de rentière, mais réformer la fiscalité ordinaire. Le recouvrement aussi, le taux de recouvrement est très faible. Et si les autorités, enfin les pouvoirs publics, lorsqu'on dit que 50% de l'économie est informelle, ceci dit qu'il y a 50% de fiscalité aussi qui échappe au trésor public. Et là, l'ERG, c'est l'impôt à la source, donc... Il est plus facile à... Voilà, même sur la même idée qu'on est en train de parler par rapport aux réformes. Donc, si on commence à parler des réformes, donc notamment il y a la réforme aussi, la réforme budgétaire. Oui, absolument. Donc, même la réforme fiscale, je vais rajouter juste un petit mot sur la réforme fiscale. C'est vrai qu'on parle d'une réforme. Il faut tout d'abord faire un diagnostic de 1. Et de 2, il faut, comme on vient de le dire aussi, donc, il faut élargir l'assiette fiscale, il faut le recouvrement. Donc, et je pense que l'administration fiscale, ils sont en train de lancer, de moderniser un peu leur système de paiement, système de déclaration à travers des mécanismes, à travers Jibayatik, Moussahamatik qui ont été mis en place, donc pour faciliter la déclaration, le paiement des taxes et impôts. Mais c'est vraiment très long. Nous avons introduit il y a toujours problème bureaucratique dans la LFC, la loi de finances complémentaire de 2020. Ça fait 2 ans. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat sur l'impôt sur la fortune? Et ça n'a pas suivi réellement d'un effort de numérisation, de réforme. Même visiblement... Il faut avoir accès à l'information, hein. Vous faites bien de rappeler la numérisation et tout, il faut déjà avoir les données. D'ailleurs, c'est l'objectif de la réforme budgétaire, parce que lorsqu'on parle d'une réforme, c'est vrai, on parle de dépenses, donc la plus importante c'est les dépenses, les recettes en matière, elles sont importantes, mais aussi les dépenses lorsqu'on parle de la réforme budgétaire qui a été, donc la loi organique relative aux lois de finances, la 1815, donc qui va, Inch'Allah, va entrer en vigueur en 2023, donc il est venu avec un autre esprit, donc avec une autre logique, donc on va essayer de sortir un peu de la logique actuelle. Un budget du résultat. Donc on va changer un peu la logique. Donc on passe d'un budget axé sur les moyens vers un budget axé sur les résultats, qui va aussi augmenter l'efficacité de la dépense et en parallèle va être réduite, parce que lorsqu'on réduit la dépense, donc on va réduire automatiquement le déficit budgétaire en matière de l'impact directement sur les Changer le paradigme de la gestion des finances publiques aujourd'hui, c'est essentiel.
Ça peut aider en tout cas. Oui, bien sûr, le travail, je crois, est en train de se faire au niveau du ministère des Finances pour passer à une logique plus économique. Oui. Qu'administrative dans la gestion budgétaire. C'est ça, atteindre des objectifs par résultat. C'est très intéressant quand même de réformer surtout, et puis les finances publiques, et surtout dans les collectivités locales. Donc, on voit que même les dotations maintenant des secteurs des ministères, des secteurs, ils sont distribués dès janvier, donc, et la clôture doit se faire à la fin de l'année, donc il n'y a pas de rallonge, etc. Donc tout ça, ça va améliorer quand même l'efficacité de la dépense, comme vous dites, et l'efficacité de la dépense, que ce soit du budget de fonctionnement et d'équipement, parce que le plus important aussi, il est dans l'équipement. Lorsque nous avons des projets souffrants, 10 ans, 15 ans, un projet de milliers, de centaines de milliards, et on a des projets de 5 000 milliards. Alors il y a des projets, il y a quand même, on est en train de réduire l'écart. Cette logique va changer, si vous permettez, M. Hachim, cette logique va changer avec la nouvelle vision budgétaire. Donc on n'aura plus un budget d'équipement, donc on parle d'un budget d'investissement, donc on a... L'architecture budgétaire va changer, donc c'est technique, mais l'architecture budgétaire va changer, mais le plus important, c'est le résultat. Donc il y a plus de responsabilité, il y a plus de transparence, il y a plus de liberté pour les responsables. On a vu sur le terrain des budgets d'équipement qui doublent l'AP, l'autorisation de programme. Il commence avec 30 et il passe à 60. C'est admissible quand même. On peut admettre 20% peut-être, mais des avenants qui dépassent les 100% de l'autorisation du programme, vraiment, c'est... Donc dans l'équipement, parce que on a dépensé beaucoup dans l'investissement et l'équipement public. C'est combien de milliards, de centaines de milliards de dinars qu'on dépense annuellement. D'ailleurs, même pour la loi de finances pour 2020, on a inscrit, je crois, 3 500 milliards de dinars de crédit de paiement pour l'équipement. Mais voilà, mais l'efficacité pose problème dans ces projets. Donc c'est un tout aussi. Hein. Oui, la question elle est très large. Je vais continuer sur la même idée par rapport à la réforme, parce que pourtant ça va impacter directement le citoyen. Parce que si on va parler d'un système, enfin d'un budget axé sur les résultats, donc parce que le résultat qui va sentir ce changement, donc c'est le citoyen, à travers le service qui va être lui rendu. Donc si on améliore la gestion, on améliore la gestion budgétaire. Donc en finalité, qui va être bénéficiaire donc, de cette gestion, en finale, c'est le citoyen. Donc, parce que c'est lui qui va ressentir ce changement. Mais il faut passer par toutes les étapes qu'on a données auparavant. Donc où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Madame, actuellement, par rapport à la réforme, donc on est en plein chantier. Donc on vient de finaliser toutes les procédures. Donc en 2023, Inch'Allah, ça va être la mise en œuvre effective de la réforme, parce qu'elle a été promulguée en 2018. Donc toutes les mesures sont en train de se faire actuellement au ministère des Finances. Il y a même des systèmes d'information qui sont en train de mettre en place pour accompagner cette réforme, parce que c'est important, une réforme sans système d'information, sans modernisation de l'administration. Donc aussi, c'est pas évident. Donc on est en plein chantier. Donc on est en avance par rapport aux matières d'informatisation des données, soit pour l'élaboration du budget et surtout pour l'exécution. Il y a des systèmes qui sont en train de se faire, Inch'Allah, qui vont être après, Inch'Allah, d'ici l'année prochaine, Inch'Allah. On parlera après de l'informel, comment le faire entrer dans les données pour essayer de cibler tout cela. Parmi les informations aussi qui ont été données parmi les annonces faites par le président de la République aussi, c'est cette constitution vers fin mai prochain d'une commission nationale qui sera chargée de la révision des subventions publiques. On en parle de plus en plus, la question se précise, en vue de passer des subventions généralisées vers des subventions orientées aux véritables bénéficiaires, bien sûr avec l'ensemble de l'association de l'ensemble des parties prenantes. Est-ce qu'aujourd'hui on peut aller réellement vers des subventions ciblées? Est-ce qu'il serait facile de le faire aujourd'hui, puisqu'on parle beaucoup, encore une fois, de cette manque d'information, de visibilité, d'information? Comment aboutir à ce résultat? Déjà, les 1942 milliards de dinars de transferts sociaux. Et dans les 1942 milliards de dinars, on a 400 milliards de dinars pour les produits de première nécessité, etc.
On a bien sûr, il y a des transferts sociaux qu'on comptabilise dans l'éducation, la santé, l'énergie surtout, l'habitat, oui. Donc énormément. Et puis il ne faut pas oublier qu'on a une dépense fiscale d'équivalent de 1600 milliards de dinars. Les avantages fiscaux qu'on donne, et ça c'est la déclaration des pouvoirs publics récemment aussi. Donc il faut restructurer ces avantages qu'on donne aussi dans le cadre de l'investissement. Ou bien les dépenses en capital dans le budget de l'État. On dépense, c'est-à-dire il y a des dépenses en capital, les bonifications de taux d'intérêt, les avantages, les dépenses fiscales, c'est-à-dire les avantages fiscaux qu'on donnait à certaines activités, ça coûte 1600 milliards de dinars aussi. C'est énorme. Maintenant, pour les subventions, il faut passer effectivement progressivement vers le système de transfert monétaire. C'est-à-dire que continuer à subventionner directement des produits et puis subir la contrebande, subir le gaspillage, subir aussi l'inéquitabilité aussi, parce que lorsque c'est tout le monde qui en profite de la subvention des produits de première nécessité. Plus pour les riches, on va dire, que pour les plus vulnérables. Riches, ceux qui touchaient 200 000 dinars de revenus, achètent même le lait de 25 dinars, la semoule de 1000 dinars, etc. Donc il faut y aller vers c'est-à-dire remettre aujourd'hui presque un salaire aux populations vulnérables. Justement, c'est l'approche et la démarche qu'il faut entamer. Donc, progressivement, bien sûr, parce que c'est un peu délicat. Et ça prend du temps. Il faut que l'outil statistique, la numérisation accompagne. Il faut aussi ce qu'on appelle, c'est-à-dire des stabilisateurs sociaux. Donc, il faut créer en parallèle des stabilisateurs sociaux sur le plan social, c'est-à-dire pour pouvoir compenser ou bien éventuellement corriger les failles de la réforme pour ne pas risquer, bien sûr, des tensions sociales. Donc, tout ça doit se faire. Mais pour ma part, l'énergie, par exemple, il faut commencer. Parce que même si c'est irrationnel, il faut 140 € pour faire le plein dans un pays européen, alors que chez nous, il faut 1800 dinars. Donc la différence est importante. Elle est très importante. Mais est-ce que ça en revient au coût local aussi, c'est au coût de la production? Non, le carburant. Parce qu'il faut calculer sur le coût international ou sur le coût local? 160 € sur un salaire de 2000 €, c'est 1800 dinars sur un salaire de 40 000 dinars. Oui, c'est le coût de production, non? Je termine. Il n'y a pas de souci. On peut faire la comparaison en PPA, parité de pouvoir d'achat. Il n'y a pas de souci, mais nous voulons faire la transition énergétique. Donc nous ne devons pas encourager le gaspillage énergétique aussi. Et il faut rationaliser la consommation de l'énergie. Il faut arriver à mettre des cartes et donner des forfaits pour des agriculteurs, pour des fonctionnaires, etc. Et ce n'est pas tout le monde qui va en profiter. Et encore, si on parle même d'égalité territoriale aussi, là où il y a 2 millions de voitures, la wilaya qui a 2 millions de voitures profite plus que la wilaya d'Élysée ou la wilaya du Sud qui n'a pas 10 000 voitures. Donc il faut un effort justement de justice sociale. Nous sommes un État social. Et l'énergie, c'est une question de transition énergétique. On ne doit pas être des énergivores comme ça, on consomme et puis on gaspille, alors que les pays européens actuellement, ils sont en pleine crise énergétique. Sinon, on peut être consommateur et producteur si on devait aller vers la transition énergétique. On consomme 50% de notre production du gaz. Déjà, on est arrivé à 50%. Et l'Algérie augmente chaque année d'environ 1 million de personnes. Donc, c'est des besoins énergétiques énormes. Et d'ici 2030, on n'aura pas. Donc, on va consommer toute la production énergétique nationale. Moi, je pense que le débat est d'abord politique. Il faudrait qu'il y ait un véritable consensus national sur le ciblage. C'est ce qui manque en Algérie. Je pense que l'idée du président de réunir une commission où tous les acteurs sociaux et politiques soient représentés, c'est ce qu'il faut. Il faut parvenir à un consensus social. Et on va aboutir dans 1 mois ou 2 mois. Personnellement, je pense que les débats traîneront encore plusieurs mois, voire plus d'1 année, parce que ce n'est pas évident
de toucher. Ça serait presque comme une boîte de Pandore. De toute façon, beaucoup de pays qui s'y sont essayés ont échoué. Il y a des politiques de ce genre menées ailleurs et qui ont réussi. Le FMI, je n'en connais pas, un peu partout dans le monde, en Amérique du Sud, un peu partout. À chaque fois qu'il y a un régime qui passe, qui fait un accord avec le FMI, nous l'avons fait les années 90. Nous avons vu le litre d'huile qui passait de 2 dinars à 20 dinars d'un jour à l'autre. Donc c'est vraiment... Et cette histoire de tension sociale, c'est clair, et je pense que si l'État insiste pour maintenir le pain à 10 dinars et le lait à 25 dinars, c'est parce que l'Algérien ne veut pas acheter son lait à plus de 25 dinars. C'est un principe, il y tient. Donc ça veut dire que pour que ça change, il faut que l'Algérien soit convaincu. Et pour qu'il soit convaincu, il faudrait qu'il ait un véritable consensus national. Donc il faudrait que toutes ces mesures soient précédées par un véritable travail de communication, de sensibilisation. Et le problème est éminemment politique. Et ça serait une révolution, ce qui pourrait déboucher sur quelque chose de formidable, progrès, croissance, etc. Comme ça peut dégénérer, comme ça peut imploser totalement. Donc, l'idée du président, moi, je la trouve géniale. Il faut le faire. Il faut faire plus qu'une commission. Hein. Il faut des états-majors. Il faut qu'on en discute. Il faut qu'on en discute sérieusement. Je vais être un peu lent cette fois, parce que ça me tient au cœur. Et quand on parle de celui qui touche 200 000 dinars, ne paye pas l'essence. Exactement, je suis d'accord. Mais allons voir, la moyenne salariale algérienne, elle est de 40 000 dinars. Le salariat algérien est pauvre. C'est-à-dire que combien d'Algériens touchent plus de 130 000 dinars? Pas beaucoup. C'est-à-dire que quand vous prenez, vous avez quelque chose comme 5% des Algériens qui profitent de tout ça. Maintenant, alors qu'on estime qu'en moyenne, une famille aurait besoin de 80 000 dinars. Et prendre le risque de tout déstructurer pour que les 5% n'en profitent pas, moi je pense qu'il faut vraiment réfléchir Il faut vraiment réfléchir très sérieusement. Davantage absolument. On a un parc de 6 millions de voitures, donc 6 millions qui en profitent. C'est-à-dire, c'est pas le principe de transfert social qu'on va supprimer, non. Mais c'est la restructuration et la réallocation de ce transfert social qu'il faut faire. Et la démarche doit être globale, et doit être progressive, et doit être aussi accompagnée par des mesures de stabilisation sociale. C'est-à-dire, le front social, il faut le protéger. Et au préalable, il faut absolument un consensus national très sérieux et très solide, sinon... D'ailleurs, ce qui a été prévu actuellement dans la loi de finances pour 2022, donc l'article 188 de la loi de finances pour 2022, donc il parle d'un dispositif national de compensation monétaire au profit des ménages. Donc afin de mettre en place, de réformer toutes les subventions. Donc en parallèle, il y a la déclaration de M. le Président de la République par rapport à la Commission nationale, donc qui va être mise en place. Donc on n'a pas une estimation sur combien, ça dépendra du budget de chaque famille, bien sûr. Non, pour le moment. À quel niveau on mettra la barre? On la met à 40 000 dinars? Pour le moment, c'est celui qui touche 70 000 dinars va s'appauvrir. Si vous lui supprimez les aides, ça pourrait être progressif, etc. Mais il y a l'inflation qui vient. Il y a la baisse de la valeur du dinar. Le dinar est en train de baisser. Pardon, excusez-moi. Il y a aussi de l'inflation importée. C'est-à-dire que vous donnez 2 000 dinars ou vous donnez 20 000 dinars à une famille pour qu'elle puisse acheter le lait à 60 dinars. Ok, c'est bon, mais 2 mois après, le lait va coûter 90 dinars. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui donner 40 000 dinars? Je pense que c'est l'objectif principal de cette commission qui va être mise en place. Parce que si on met en place une commission pour avoir un consensus national par rapport à cette question, c'est une problématique très importante. Parce que pour voir une telle mesure qui date depuis du temps, donc on ne peut pas la revoir d'une façon assez facile. Donc il faut avoir un dispositif, il faut mettre en place tous les mécanismes nécessaires afin de maturer ce projet pour avoir combien le salaire, bien combien le niveau minimum qu'on pourra, par exemple, subventionner ou bien donner
l'allocation ou bien cette compensation monétaire. De toute façon, ce qui touche directement le citoyen, les produits de première nécessité, on est dans les 400 milliards de dinars. J'allais demander justement les chiffres. Il y a énormément de transferts, de subventions qu'il faut restructurer, qu'il faut réallouer autrement. Parce que vous savez que ce que coûtent les ouvriers universitaires aussi, c'est énorme. Ça fait partie aussi. Et puisque c'est tous les étudiants qui en profitent. Non. On voit des bus qui circulent vite. On voit aussi des cités universitaires quasiment vides. Mais les budgets sont consommés aussi. On revoit la réforme du budget viendra pour essayer de réguler tout ça. On subventionne l'eau, même pour les unités industrielles. Oui. C'est là qu'on parle de ciblage. L'eau est rare maintenant, c'est-à-dire on ne doit pas se permettre de gaspillage d'eau. Et l'électricité, pour un hôtel qui a des nuitées de 8 000 dinars ou de 15 000 dinars, on lui subventionne aussi. Donc il faut restructurer ces subventions comme aussi la dépense fiscale aussi, c'est-à-dire les avantages fiscaux. Il faut les restructurer également et il faut les cibler de façon à rationaliser. Il faut une démarche de rationalisation efficace, c'est-à-dire il faut plutôt voir l'impact de ce transfert. C'est pas si généralisé, on donne à tout le monde, etc. L'égalitarisme. Moi, du coup, on n'est pas égalitaire si on donne à tout le monde. Je suis socialiste. Je suis de gauche. Non, on parle de protéger les classes les plus vulnérables. Mais je parle de la rationalité économique et il faut revenir à la rationalité économique. Parce que l'économie rentière et l'abondance à un certain moment de la manne financière nous a fait oublier carrément l'esprit de compter carrément. On ne compte pas. On dépense sans compter dans le budget de l'État. L'économie doit être au service de l'individu. L'individu ne doit pas être au service de l'économie. Ce n'est pas pour une efficacité économique. Moi, personnellement, je préférais qu'il y ait moins d'efficacité économique et que ça traîne un peu dans le temps pour que ça aille mieux, discuter plus longtemps, rester avec ce système et discuter plus longtemps pour convaincre tout le monde plutôt que de parler de rationalité économique. Parce que ce discours... Oui, si on va dans la précipitation, et puis on va aller dans les choses... Pour pouvoir faire du social, il faut qu'il y ait de l'économique, de la création de richesse. Absolument, oui, on peut faire ça. Donc, faisons de l'économie. Mais en matière budgétaire, lorsqu'on parle de dépenses, la rationalisation des dépenses, donc depuis 2015, donc fin 2014, avec la baisse des prix du pétrole sur le marché mondial, donc cette vision a complètement changé. Donc il y avait pas mal de mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics afin de maintenir un niveau de consommation quand même assez rationnel. À travers la rationalisation, du gel des projets, il y a beaucoup de choses. Voilà. Notamment, d'ailleurs, c'était l'objectif, on vient de le dire, donc on va le répéter, l'article 188 de la loi de finances 2022 qui a quand même coulé pas mal d'encre, parce que c'est un sujet aussi sensible, mais quand même, il faut le toucher. Aujourd'hui, il s'agit aussi de rassurer et de dire que les populations les plus vulnérables seront toujours protégées et que l'État gardera son caractère social en faveur de ces populations. Il y a aussi l'importance de la préservation de l'emploi, de la lutte contre le chômage. Et par là, il faut aussi de la création de richesses. Il y a eu ces différents projets d'investissement qui ont bénéficié d'une levée des obstacles et dont le nombre a atteint les 854 sur les 915 projets, soit 15 nouveaux projets supplémentaires enregistrés. Ça a été donné lors de ce dernier Conseil des ministres. Donc il y a une nécessité de poursuivre la lutte contre le... Ça va permettre aussi de créer de l'emploi. Et puis on voit aussi derrière toutes les entraves aussi liées à l'investissement qui devraient être régulées par le nouveau code sur l'investissement qui devrait bientôt être ça a donné quand même des bons signes de reprise au moins de croissance productive, c'est-à-dire à travers les entreprises, hors investissement public. Donc le déblocage de ces projets, donc ça nous renseigne quand même d'une certaine volonté politique, quand même d'en haut, et parce que ce n'est pas facile. Des projets bloqués pendant des années, 5 ans, 10 ans, et on les débloque avec des autorisations spéciales. Donc cela, ça a été un appui quand même, c'est une volonté politique, et ça a donné quand même de l'impact très positif. Donc on peut déjà ces 33 000 postes d'emploi directs créés, donc on va y arriver jusqu'à 50 000 avec le déblocage de tous les projets. Et ça, donc ça c'est une fiscalité aussi, c'est une dynamique économique, c'est de l'emploi. Donc c'est ça, il faut libérer l'acte d'investissement.
d'investir. Et surtout ça, hein, parce que si nous voulons même... C'est d'ailleurs pourquoi le code de l'investissement est très attendu. Hein. Il devrait être normalement annoncé pour très bientôt. C'est ça, le code d'investissement, il a trop tardé. Ça fait 2 ans qu'on l'attend. Ah oui, ça fait 2 ans qu'on l'attend et il revient chaque fois. Mais c'est ma conviction profonde. Hein. Je peux sans doute me tromper. Mais moi, je pense que les 1900 milliards de dinars de transferts sociaux ne devraient pas être un problème pour un pays comme l'Algérie, qui a des richesses, qui a du phosphate, qui a du fer, qui a de l'uranium, qui a tout, qui a du soleil, etc. Donc, avec ou sans code d'investissement, franchement, même en termes de sécurité alimentaire, on pourrait atteindre d'autres chiffres. Tout le millefeuille administratif et bureaucratique, c'est ça qui bloque. C'est-à-dire que les autorisations spéciales, qu'on en fasse des autorisations permanentes, qu'on laisse les gens travailler. Vous savez que si la dynamique économique est sérieuse, si nous faisons un véritable bond économique, je vous assure que le lait sera à 25 dinars, que le pain sera à 2 dinars, que l'électricité restera à 200 dinars et qu'on n'y verra rien du tout, parce que 1940 milliards de dinars pour un pays comme l'Algérie, aussi vaste, aussi grand, avec ce potentiel, franchement, c'est une goutte d'eau dans ce que l'Algérie pourrait faire. Il y a des exportateurs qui disent que l'Algérie, et je les crois, qui disent que l'Algérie peut aller jusqu'à 50 milliards de dollars à moyenne échéance. On peut les faire. Vous savez, je vais citer un autre exemple. On devait faire, il y avait le Solar Mill, les 15 000 mégawatts d'électricité solaire qui devaient démarrer en 2020. Nous sommes en 2022. Il n'y a toujours rien. Ils devaient faire l'ouverture des plis en avril dernier et on les a reportés à juin. Est-ce qu'on va le faire, l'ouverture des plis en juin? Je ne sais pas. Mais si on avait fait l'ouverture des plis en avril, on aurait déjà créé quelque chose comme 10 000 emplois. Oui, avec des si, hein. Oui, on nous donne la parole. Donc, juste pour, il ne faut pas voir aussi le 1942 milliards de dinars d'un côté d'un air isolé, parce qu'il faut avoir aussi les efforts de l'État, les autres efforts, parce que lorsqu'on va donner, si vous voulez, on va donner quelques chiffres par rapport à tout l'effort qui est en train de se faire. Au-delà de ce qui est prévu déjà dans les lois de finances. Donc on parle on parle de 400 milliards de dinars en matière de crise sanitaire, donc il a coûté pour le trésor public 400 milliards de dinars. Donc 150 milliards seulement pour la prime Covid. Donc on parle point indiciaire de 120 milliards de dinars. On parle de l'ERG, salaire dans 2022, donc la révision du barème de l'ERG, donc 180 milliards de dinars. Donc c'est l'équivalent de 400 milliards entre les deux mesures. L'exemption de l'ERG aussi, moins 30 000, donc c'est 100 milliards de dinars. Si on rajoute à cela aussi l'allocation chômage, c'est important. Donc on est à 142 milliards qui est prévu, donc qui va être revu à la hausse, parce qu'il y a la demande qui est en train d'augmenter. Donc ce montant va être vu à la hausse prochainement. Donc 142 milliards. Il ne faut pas aussi les retraités aussi. Donc en matière des augmentations qui ont été décidées récemment lors du Conseil du ministre, je pense de 10 avril donc 2022. Donc ça va coûter 90 milliards de dinars au trésor public. Donc tous ces efforts-là, donc il ne faut pas le voir, c'est vrai les transferts sociaux, donc lorsqu'on parle de 1942 milliards de dinars, donc si on le voit à part, donc c'est vrai, c'est important, mais aussi il faut voir de l'autre côté les autres efforts qui sont en train de se faire, qui sont en train de surgir. 700 milliards de dinars de la CNR. La CNR aussi, donc il y a beaucoup, d'efforts qui sont en train de se faire lorsqu'on parle de ces efforts. Donc par rapport à ça, donc, on revient à notre problématique principale, c'est toujours de préserver le pouvoir d'achat des Algériens, bien sûr. C'est-à-dire l'approche qu'il faut adopter. Rester bien sûr inflexible par rapport à la question sociale. Nous sommes un État social, c'est un acquis des novembristes. Mais il faut qu'il y ait de l'équité dans la distribution de ces transferts. Que de rajouter de l'eau dans le lait et le distribuer à tout le monde. Je voudrais que du lait de qualité pour ceux qui le méritent. Pas pour tout le monde, y compris les riches. D'autant plus que les années de l'économie de bazar a créé une certaine concentration de richesses
au profit d'une certaine catégorie. Donc il y a un fossé qui se creuse encore entre la classe moyenne et la classe, enfin je dirais pas les classes, on va pas, donc les pauvres et les riches. Donc il faut qu'il y ait de justice sociale. Et cette justice sociale ne peut pas se faire sans ciblage. Ils sont passés à des mécanismes techniques. Ils sont passés aussi à des transferts monétaires ciblés, les allocations familiales, des compléments alimentaires, des distributions de cartes. Covid. Aux États-Unis d'Amérique, c'est la monnaie hélicoptère. Ils ont distribué même de l'argent aussi, mais de l'argent aux citoyens. C'est ça. Donc il faut y aller vers des transferts. $1000 pour tout le monde, donc il n'y avait pas de. Non, mais pour vous dire qu'il faut y aller vers des transferts monétaires. On ne subventionne pas le lait, la poudre. En plus, la poudre de lait qu'on subventionne, celle qui est importée. Alors qu'il faut subventionner la vache. Alors on arrive à la fin de l'émission. Je rappellerai aussi, par exemple aussi sur la production, la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, vous avez parlé au tout début de l'émission de pénuries qui ont été donc enregistrées aujourd'hui chez nous. On parle de cette importance de renforcer la production nationale. Le chef de l'État a rappelé des incitations décidées au profit des producteurs, y compris le financement de leurs projets à hauteur de 90%. Ça découle encore d'importance accordée par l'État à l'augmentation des niveaux de production locale qui constituent aujourd'hui la base de la sécurité alimentaire du pays. Je rappelle juste les dépenses qu'on a eues à l'endroit des céréales, 300 milliards de dinars pour confirmer. Voilà, un montant record. Voilà, 300, par rapport à la différentiel, je parle différentiel par rapport à l'augmentation des prix au niveau mondial. Donc c'est le différentiel, donc c'est 210 milliards, c'est pas 300, c'est 210 milliards en matière de blé et céréales. Donc on a le lait, donc c'est 27 milliards de dinars. Et l'huile, donc c'est l'équivalent de 50 milliards de dinars. Donc ça, absorbé par le budget de l'État. Oui, bien sûr. Donc c'est le Trésor public qui pour compenser les augmentations au niveau mondial qui ont augmenté. Enfin, on parle du blé. La dernière fois, ils ont parlé de plus de 20% d'augmentation sur le marché mondial. Donc l'écart, donc c'est quand même assez important. Donc toutes ces dépenses, mais toutes ces augmentations, donc c'est le Trésor public qui prend à sa charge ces augmentations. Et puis avec une population estimée, c'est sa mission et c'est tant mieux. Oui, mais avec une croissance démographique, comme l'a cité le chef d'État, 850 000 personnes, il faut penser vraiment à augmenter la production nationale. C'est sa mission, mais il ne faut pas perdre de vue la contrainte budgétaire. Il ne faut pas compter trop sur le pétrole. L'Europe, maintenant, l'Occident va accélérer sa transition énergétique. Donc, c'est vrai que le gaz sera toujours coté d'ici une dizaine d'années, mais la transition énergétique qui va être accélérée en Europe va faire baisser énormément les prix du pétrole. Donc il ne faut pas y compter, il faut maintenant, c'est-à-dire travailler pour des mesures d'ajustement budgétaire pour pouvoir créer des effets, des indicateurs permettant une croissance économique et s'inscrire dans cet affranchissement complet de la rente pétrolière. Dernier mot sera le mot de fin, Monsieur le ministre. Quelques secondes, s'il vous plaît. Donc par rapport à toutes ces mesures, notamment les dernières mesures, qu'il ne faut pas oublier que la capacité, il faut mettre en évidence la capacité du Trésor public à prendre toutes ces mesures, bien les équilibres budgétaires, c'est très important. C'est très important, M. Hachel. Mais c'est toujours avec la monétisation du déficit budgétaire. On monétise toujours. C'est moins 4100 milliards de dinars de déficit budgétaire. On arrive à la fin. Mais toujours, il faut prendre en considération ces contraintes parce que ce n'est pas évident de prendre en considération, bien de se lancer dans des mesures sans prendre en considération les capacités du Trésor public et les équilibres budgétaires pour mettre en place ces mesures afin de... Je sais que vous voudriez terminer le débat. Là, je dois vraiment rendre l'antenne, M. Postat. 2 secondes. On laisse, c'est-à-dire qu'on débureaucratise d'abord. Et quand on débureaucratise, je suis sûr et certain qu'il y aura un boom économique qui fera que ce genre de problème, ce déficit budgétaire, tout sera résorbé automatiquement, presque, je dirais. Voilà, c'est ce qu'il faut, c'est débureaucratiser. Merci, je dois rendre l'antenne, nous devons rendre l'antenne, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Au revoir et à très bientôt.